Bonjour et bienvenue dans Son livre pour parler, le podcast du Centre national du livre dédié aux rencontres avec des écrivains et des personnalités afin que leurs livres dépassent l'imagination et nous transportent dans le réel. Accords, désaccords, on aime souvent quand ça mord. Le Centre national du livre soutient les écrivains et leur volonté de comprendre le monde, ça a des raisons, et la nôtre. C'est parti. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jennifer Richard, autrice d'une fresque historique flamboyante, Notre royaume n'est pas de ce monde, publié aux éditions Albin Michel, en compagnie de Patrick Pénaud, producteur de l'émission culte Rendez-vous avec X, diffusée sur France Inter. Au programme, fiction, histoire et complot. Jennifer Richard nous parlera de son 7e roman, Notre royaume n'est pas de ce monde, le 3e, publié chez Albin Michel, après Le diable parle toutes les langues, en 2021, et Il est à toi ce beau pays, en 2018. Passionnée d'histoire, Jennifer Richard se penche, méticuleuse, sur les heures sombres de l'humanité, la colonisation, et a effectué un travail de recherche considérable pour livrer un roman monumental de 700 pages. De 1997 à 2015, Patrick Pénaud a produit les nombreux épisodes de la série Rendez-vous avec X, diffusée sur France Inter, dans lesquels il explore les mystères de grands événements, exemple Pablo Escobar, ou alors un mystérieux échange digne de la guerre froide, le meurtre d'Aldo Moro, Rudolf Nourrive, la défection d'un danseur étoile, 1975, l'assassinat du juge Renaud. Crise diplomatique, assassinat, Patrick Pénaud dialogue avec un interlocuteur, mystérieux, X, qui paraît connaître les faits bien mieux que les sources officielles. S'agit-il d'un agent secret ? On ne saura jamais. Notre royaume n'est pas de ce monde semble s'adresser à ceux qui ont combattu pour leurs idées, ceux qui ont subi les exactions monstrueuses des puissants, relégués à des sous-hommes dans une société où l'argent est la seule morale qui vaille. Dans un au-delà inconnu, des personnages illustres, décédés d'une mort violente en raison de leurs convictions politiques, revisitent l'histoire, convoqués par Ota Benga, un jeune pygmée, dont la famille a été décimée au Congo belge par le roi Léopold II, puis enlevé par un missionnaire et exposé aux eaux du Bronx. Il finira par se suicider. Le livre s'ouvre en 1897 sur la construction du chemin de fer au Congo belge et la destruction des autochtones dans son sillon. Dans ses limbes insolites, Rosa Luxembourg, Malcolm X, Jean Jaurès, Roger Casement, Henry Morton Stanley, Patrice Lumumba, Pierre Savorgnan de Brazza, les frères Kennedy, Martin Luther King, entre autres, et ils sont nombreux, s'interpellent sur la colonisation, l'impérialisme et déconstruisent l'enchaînement des événements qui conduisirent au pire crime contre l'humanité. Bonjour Jennifer Richard, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Alors comment vous est venue l'idée d'écrire cette fresque historique ? C'est une idée que j'ai depuis un certain temps en tête parce que j'ai commencé en 2015 avec Il est à toi ce beau pays qui est parti d'un petit encart. Ça, je l'avais à plusieurs reprises expliqué, un petit encart dans le guide du routard sur Ota Benga, enfermé aux eaux du Bronx avec les singes. Et je voulais au départ parler de cette personne, uniquement faire une biographie. Et puis très rapidement, je me suis rendu compte que je serais incapable de raconter l'histoire d'un pygmée parce que c'est beaucoup trop éloigné de ma culture et qu'en fait ça serait trop artificiel. Mais les recherches que j'ai faites, malgré tout, m'ont fait découvrir la colonisation. Ouais. Et à travers la colonisation, en fait, tout le mensonge de la construction de la richesse occidentale de la fin du 19e siècle, qui m'a amené à faire des liens avec l'Afrique centrale, l'industrialisation de l'Europe, l'accélération de l'émergence de la banque, des assurances, et puis en parallèle, tout ça étant lié aux États-Unis, puisque Ota Benga, je l'ai quand même gardé en personnage fil conducteur uniquement, a été donc aux eaux du Bronx. Il a été d'abord montré à l'exposition universelle de Saint-Louis en 1904. Donc il a connu à la fois la colonisation en Afrique, la ségrégation aux États-Unis, et puis en passant par l'Europe, il a vu toutes les richesses dont le continent regorgeait. Et tout ça est lié. C'est vraiment un triangle politique qui, au-delà de la colonisation, est une question sur l'impérialisme. Et je précise juste parce qu'en fait, il y a beaucoup de lecteurs qui réduisent ce livre à une question coloniale, une question raciale. C'est pas mon propos. Mon propos, c'est de questionner l'impérialisme, c'est-à-dire, selon Hannah Arendt, l'impérialisme, c'est les moyens politiques
qui sont mises en œuvre pour protéger les capitaux étrangers. Donc on n'est pas dans une question raciale, on n'est pas dans une question cadrée par le temps et la géographie, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et surtout, ça montre la différence entre le discours politique et les faits. Et c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressée, notamment dans mes recherches. J'ai découvert cette émission, Rendez-vous avec X, qui ne parle que de ça. Alors, Jennifer Richard, que manque-t-il à l'histoire officielle pour que nous saisissions précisément la construction d'événements politiques, par exemple ? Il manque un petit rien du tout qui s'appelle la vérité, qui serait vraiment une bonne chose si on continue de s'appeler des démocraties, puisqu'on ne peut pas exercer un pouvoir quelconque en tant que citoyen si on ne sait pas ce qui se passe vraiment. Donc on reçoit des informations, on reçoit des versions dans les livres d'histoire, à la radio, à la télévision, mais ça n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe vraiment. Et la colonisation, pour moi, c'est un exemple. C'est-à-dire que j'ai vraiment pu avoir une idée du décalage complet entre le discours officiel, ce qu'on avait dans les journaux à l'époque, les beaux projets, et puis les intentions réelles. Quand on lit les journaux des missionnaires, quand on lit les journaux des agents commerciaux sur place, on voit que ça n'a rien à voir. Et on fait un lien aussi entre l'hypocrisie de la chasse aux esclavagistes, la fin de la ségrégation. Tout ça, ce sont des belles paroles qui sont mises au service d'une économie, toujours. C'est ce que vous montrez d'ailleurs avec tous ces personnages qui sont convoqués dans cette dimension parallèle, c'est l'interdépendance des intérêts dont il est question. Exactement, il me semble que, par exemple, quand l'Europe se dit on va mettre fin à l'esclavage en Afrique, ça fait vraiment suite à l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, la fin du servage en Russie. Tout ça, ça se joue dans un mouchoir de poche. Et puis, tout d'un coup, l'Europe se dit nous aussi, on va faire la chasse aux esclavagistes. Et puis, on va prendre place en Afrique centrale. Et de la même façon, il y a une autre convergence des événements à la fin de la ségrégation aux États-Unis et les indépendances africaines. C'est-à-dire que les Américains, là, pour le coup, voyant que les pays africains prennent leur indépendance dans les années 60, se disent « Mais sinon, on veut avoir une influence dans ces pays émergents. On ne peut pas être crédible avec cette ségrégation, donc on va mettre fin. » Mais c'est pas présenté comme ça, évidemment, c'est toujours présenté comme une lutte de pouvoir. Et puis tout d'un coup, on a des figures qui émergent comme Martin Luther King, plus respecté que Malcolm X à l'époque. Et on se dit, voilà, on va donner la parole à ces gens-là et on va apparaître comme le pays qu'on est, cette république formidable des droits de l'homme que sont les États-Unis. Jennifer, vous êtes par ailleurs documentaliste. Vous avez fait le choix de la fiction. Que vous permet cette liberté ? Ça me permet simplement de ne pas être ultra rigoureuse en matière historique. Je le suis, mais peut-être que je peux aussi m'amuser plus parce que je peux faire des dialogues, je peux faire des liens. Ce que je viens de vous dire, par exemple, c'est ma vision des choses. Moi, je suis pas sûre de ce que je dis. C'est vraiment une conviction intime. Mais si j'étais historienne, il faudrait que je l'étais vraiment par des faits, par des documents précis. Et là, c'est une intuition avec tout ce que j'ai pu lire. Mais voilà, ça me permet une plus grande fantaisie dans la rigueur. Quand vous imaginez les dialogues des personnages défunts, souvent drôles, vous êtes-vous imposé des limites ? J'ai essayé de ne pas me mettre de limites. Quand j'ai donné par exemple la parole à... Si, je me suis mis une limite. Bon, mais quand je donne la parole à Ben Laden, Saddam Hussein, Kadhafi, et d'autres, peut-être des dirigeants africains qu'on connaît moins, mais qui ont fait preuve d'une grande violence, comme Samuel Doe au Libéria, je pense toujours... Et si moi je lis ce livre, si j'étais irakienne ou si j'étais kurde, et je tombais sur ce livre, j'ai pas envie de lire des choses qui heurtent ce que j'ai vécu ou ce que ma famille a vécu. En fait, c'est la seule limite que je me suis imposée pour faire parler certaines personnalités. Mais sinon, j'ai essayé d'être authentique et de me dire, j'ai quand même envie de délivrer un message. Et quand Ben Laden prend la parole, ce qu'il dit me semble important, me semble crédible dans sa pensée. Et c'est pas forcément pour appuyer le clou du personnage tabou et monstrueux qu'il représente en Occident. Donc c'est la liberté que je m'accorde, avec un respect pour les personnes qui auraient pu être victimes de ces personnes. D'accord. Sachant par donc les victimes des autres, les victimes de tous les Occidentaux, elles sont dans le livre déjà, donc j'ai aussi ça en tête toujours. Et quel personnage vous touche le plus ? J'ai une grande sympathie pour Thomas Sankara, comme Patrick Pénaud. J'ai une grande sympathie pour Patrice Lumumba.
Et vraiment, quand je vois les photos de ces hommes, j'ai les larmes aux yeux, en fait, en pensant au combat qu'ils ont mené. Et puis, en fait, ils savaient très bien qu'ils allaient mourir. Les protagonistes que je mets en scène savaient tous qu'ils allaient mourir. Et c'est ça que je trouve fort dans les indépendants, les héros de l'indépendance africaine. En Amérique du Sud ou en Asie, c'est pareil. Moi, en l'occurrence, c'est là que ça se passe. Ils savaient tous qu'ils allaient mourir. Et je me dis, et ils y sont quand même allés. C'est le cas aussi d'un Saddam Hussein, en fait, qui a fait de la prison aussi, qui a été un dissident au tout début. Oui, au tout début, oui, tout à fait. Comme Kadhafi. Donc ce sont des gens qui savent, quand ils prennent leur poste, les Africains encore aujourd'hui, il y a Idriss Déby qui est mort il y a un an ou deux, par exemple. Quand on est président africain, on sait qu'on risque de mourir en poste. Ce que ne subissent pas nos chefs d'État occidentaux. Donc, de toute façon, j'ai une sympathie pour tous ces hommes qui savent que le danger est au bout du chemin. Merci Jennifer Richard. Bonjour Patrick Pénaud. Bonjour. Je vous remercie d'être parmi nous. C'est Jennifer Richard qui souhaitait vous rencontrer. Nous en profitons d'ailleurs. Je suis ravi en tout cas. Alors, Patrick, notre royaume n'est pas de ce monde. Pourrait-il faire l'objet d'une adaptation radiophonique ? Y a-t-il tous les ingrédients ? Il y en a trop. Il y en a trop. C'est un fourmillement, ce livre, que je viens de terminer. Hein. Et je le disais tout à l'heure, quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois avec Jennifer, c'est d'abord déconcertant parce que on se trouve face à des personnages africains très importants. Et puis d'un seul coup, il y a Jaurès qui est là, vivant. Il y a Zola. Ça, c'est extraordinaire, je trouve. Mélanger ces grands personnages historiques, les faire dialoguer et avec une parfaite précision, une parfaite exactitude, une parfaite vraisemblance. Ça, c'est un tour de force extraordinaire. Ouais. Et moi qui suis aussi un peu romancier, j'avoue que je suis époustouflé. Je rougis, ça ne se voit pas. Quand on détricote le fil d'affaires géopolitiques, on s'y prend comment, Patrick Pénaud ? Où cherche-t-on ? Et où commence et quand s'arrête l'esprit critique ? Alors moi, écoutez, j'ai commencé cette série d'émissions, cette très féconde série d'émissions, avec un postulat. Enfin, deux postulats. D'abord, raconter des histoires, ça, j'adore, mais je crois que Jennifer aussi. Et puis, deuxièmement, suggérer à l'auditeur une approche critique, c'est-à-dire, vous avez entendu parler de telle affaire comme tout le monde, vous avez avalé ce qu'on vous a dit, mais réfléchissez. Il y a peut-être derrière une autre vérité, une autre explication. Et c'est ça qui m'a amusé, qui a sous-tendu tout mon travail dans Rendez-vous avec X. Et je crois que ça a séduit les gens, parce que ça les a amenés tout simplement à réfléchir. Je laisse la parole donc à Jennifer Richard, qui voulait vous poser quelques questions. La première question, c'est comment se fait-il que sur France Inter, qui est quand même pas réputée pour aller forcément fouiller derrière le discours politique, comment se fait-il que France Inter vous ait donné carte blanche pour faire cette émission ? Écoutez, j'en suis encore le premier surpris. Hein. Non, j'avoue que sur une longue période, donc plus de 18 ans, ayant connu un certain nombre de dirigeants de la radio, en 18 ans, il y a des présidents qui ont changé, des directeurs, etc. Aucun ne m'a interdit quoi que ce soit. Ne m'a même demandé « Qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine ?» C'était une liberté totale. Totale. Et une confiance. Totale. On ne m'a jamais demandé un texte avant qu'il soit interprété. Non, j'avoue, c'est sans doute étonnant parce que c'est même sûrement étonnant parce que je ne vous cache pas que j'ai connu
beaucoup de rédactions, beaucoup de médias différents, à la radio, à la télé, même j'ai fait un peu de presse écrite. J'ai jamais joui d'une telle liberté, d'une telle indépendance. Et ça, je crois qu'il faut en remercier. Enfin, le service public, qui est quand même un joyau, toujours menacé, mais toujours là, toujours vivant. Moi, je dirais jamais assez de bien du service public de la radio. Oui, moi j'y suis très attachée aussi, mais surtout quand il prend cette forme-là. C'est exact. Alors j'en ai bénéficié. J'ai été un heureux producteur pendant toutes ces années. Et si je suis parti, c'est de ma propre volonté. Personne ne m'a chassé ou ne m'a forcé à abandonner. Non, j'ai lâché parce que j'ai un certain âge et que j'étais simplement un peu fatigué. Mais j'avoue aussi que quand je vois, quand j'entends, quand je lis l'actualité, j'ai des sacrés regrets quand même. Ah oui, non mais j'aimerais tellement vous entendre encore aujourd'hui sur certaines affaires. C'est très frustrant en effet que l'émission n'existe plus parce que tout le temps matière. Quand j'ai commencé, je me suis dit, bon, allez, on va faire ça pendant 1 an, 2 ans, et puis je n'aurai plus de sujet. J'aurais épuisé. Oui, mais et ce qui s'est passé. Mais il faut dire que j'ai été aidé. J'ai été aidé par George Bush, par Saddam Hussein. Enfin, j'ai eu quand même des collaborateurs de renom. La CIA surtout. La CIA, oui, mais enfin, même les Russes, regardez ce qui se passe. Alors, comme j'aimerais en ce moment parler de Poutine, mais enfin bon, ne refaisons pas l'histoire. Alors, une question verte, vous deux, les complots, c'est la vie ? J'adore cette formulation. Alors oui, les complots, pour moi, c'est la vie. Je reprends tout à fait. Mon livre n'est qu'une histoire de complot. Je suis passionnée par les complots. Je suis peut-être complotiste moi-même. Et d'ailleurs, je trouve bizarre qu'en fait, j'ai l'impression qu'on tend à confondre complotiste et comploteur. C'est-à-dire que celui qui est dangereux, ce n'est pas le complotiste, c'est plutôt le comploteur. Et puis celui qui est vraiment complotiste, c'est peut-être pas le chef d'État, l'institution qui voit des complotistes partout. Mais cela étant dit, dans l'histoire dont je me suis saisie pour écrire ce livre, tout est en dessous de, comment dire, dans une réalité souterraine par rapport à la version officielle. Et oui, il y a des tractations qui ont lieu bien en amont, en effet, pour faire tomber les têtes. Bien sûr. Et puis dans certaines émissions, donc Patrick, mais dans certaines émissions que j'ai écoutées après avoir écrit certains chapitres, j'ai été vraiment confortée dans mes idées, dans ce que j'avais pu tricoter de mon côté, pour les assassinats, donc Martin Luther King par exemple, les Kennedy, j'arrivais pas vraiment à saisir les choses, et c'est en écoutant l'émission sur la baie des cochons que je me suis dit mais évidemment, mais c'était lié à cette impossibilité de faire tomber Castro, et la mafia, la CIA pouvait pas supporter ça. Le fait que quand vous parlez de Martin Luther King avec Monsieur X, vous dites mais c'est pas du tout une question raciale en fait, c'est pas la question raciale qui a fait tomber Martin Luther King, et moi j'ajoute à ça avec Malcolm X. C'est le refus de la guerre du Vietnam encore. C'est le refus d'adhérer à des intérêts économiques énormes. Et ce sont des personnes qui se mettent en travers du chemin. Ce sont en effet des gens qui entravent les complots de l'État. Moi, j'ajouterais simplement une chose. C'est que les plus dangereux que les complotistes, ce sont ceux qui sont crédules et qui ajoutent foi aux complotistes. Oui. Et ceux-là, malheureusement, sont les plus nombreux. Et c'est ceux-là qui nous enfoncent dans le mensonge, qui perpétuent le mensonge. Oui. On l'a vu lors la dernière élection présidentielle en France. Ne donnons pas de nom, mais tout le monde se reconnaîtra. Mais d'ailleurs, j'ai une autre question. Dans les émissions, vous avez souvent cette phrase
à l'égard de Monsieur X. Oh, n'êtes-vous pas tout de même un petit peu complotiste? Oh, voilà encore une théorie de la conspiration. Vous le titillez souvent là-dessus. Et puis, il suit en disant... oui, par exemple, non, mais il y a eu des complots sur telle ou telle affaire. Et puis là, il va citer quelque chose d'un peu farfelu concernant le 11 septembre, par exemple. 3 émissions sur le 11 septembre, elles sont incroyables. Et là, en effet, il va parler de complotistes qui ont une vision farfelue des choses. Et puis tout de suite après, lui, il rétablit sa version à lui, mais qui est tout aussi farfelue en fait. C'est juste que pour lui, les complotistes sont des gens qui sont partis dans une mauvaise direction. Mais ce qu'il sait, lui, est encore plus fou. Ouais, comment dirais-je ? Ce qui fait le complotiste, c'est l'utilisation habile du mensonge. Hein. Et moi, et mon interlocuteur, on a fait en sorte tout au long de ces émissions de démêler justement ce qui pouvait apparaître comme un mensonge et comme une vérité. Et on a joué avec ça. Hein. Alors effectivement, quand on parle du 11 septembre, c'est presque trop facile, mais il y a des... Comment dire ? C'est facile de dire non, il n'y a pas eu de complot. Mais attention, il y a quand même des choses curieuses. Voilà. Alors, c'est ça l'habileté du comploteur, c'est de mélanger vérité, approximation, affabulation, et puis de noyer l'auditeur, le téléspectateur crédule dans ce magma, dans ce brouillard où il ne se retrouvera pas. Et tout est complot depuis non mais je veux dire depuis l'incendie de Rome en 64. Reconnaissez quand même que moi, nous ne soyons pas fourvoyés dans un complotisme absurde. On n'a pas fait d'une fiction un peu cauchemardesque qu'on aurait pu faire. On a toujours raison gardée quand même. Dans l'émission ? Oui. Bien sûr, mais c'est ça qui est encore plus impressionnant, c'est qu'on sait que tout est étayé, on sait que tout ça est sérieux, et pourtant c'est incroyablement fantaisiste en vrai. Dans un film, ça serait fou. Vous avez raison, mais c'est ça, comment dirais j'étais sans arrêt sur une ligne de crête, si vous voulez. Je pouvais mettre au défi l'auditeur, aussi critique pouvait-il être, de m'accuser d'avoir émis un fait qui ne soit pas prouvé. Tout était historiquement vrai. Mais c'est sur ce canevas historiquement vrai que je pouvais, moi, glisser des hypothèses, des fictions, si vous voulez, qui soient parfaitement vraisemblables. Ouais, c'est impressionnant. Tout en ne trichant jamais avec la réalité. Ouais, mais c'est ça qui est impressionnant, c'est ça. Parce que je suis journaliste quand même, à l'origine. Oui, non, mais ça se. Mais Jennifer aussi est journaliste, en plus documentaliste. Nous sommes confrères. Alors j'ai une question à vous poser donc à tous les deux. Le fait politique, géopolitique le plus marquant pour vous ces dernières années. Bon, bien entendu, il y a la guerre en Ukraine, évidemment, mais il y a eu le Covid, mais ce ne sont pas des sujets épanouissants, je trouve. Il y a eu des sujets délirants qui nous ont un peu tous rendus fous, mais là, je trouve que depuis quelques années, il n'y a rien de flamboyant. Il y a quelques décès, donc je mentionnais la mort d'Idriss Déby, par exemple, qui, à mon avis, va être élucidé dans quelques temps. Il est mort au front, dit-on. Oui. Mais pourquoi par qui ? On saura plus tard. Je pense que là, moi, je surveille toujours... depuis que j'ai commencé ces recherches, là, depuis quelques années, j'essaie de voir quel chef d'État, quel responsable politique est inquiété et assassiné. Parce que c'est toujours très intéressant. Malheureusement, on n'a pas de recul pour l'instant. Et 15 ans plus tard, on saura peut-être. Mais il faudrait qu'il y ait une nouvelle émission, une nouvelle version de Monsieur X pour cela. Et vous, Patrick Pénaud ? Je crois que l'événement le plus important des dernières décennies... c'est l'éclatement de l'URSS, incontestablement. Et on vient de le voir là, avec
la mort de Gorbatchev. Oui. Gorbatchev, à mon avis, qu'on n'a pas jugé à sa véritable valeur. On l'a mésestimé, on l'a sous-estimé, on l'a injurié comme c'est pas possible. Hein. Et à mon avis, alors là, c'est une hypothèse toute personnelle, mais si les Russes le détestent autant, c'est aussi parce qu'il a voulu les priver de vodka. Hein. Pas l'oublier. C'est vrai. Oui, non. Enfin, là, je plaisante, mais c'est vraiment l'événement du demi-siècle passé, sans conteste. Bien sûr. Oui. Patrick Pénaud, certaines de vos émissions ont été adaptées sous forme de bande dessinée. Par ailleurs, vous êtes également romancier. Qu'apporte la bande dessinée à vos histoires ? Pourquoi ça fonctionne ? Je ne sais pas. Écoutez, moi, je suis un lecteur de bande dessinée. Enfin, ça m'arrive. J'aime bien la bande dessinée. J'aime bien Tintin. J'aime bien... j'aime bien... oui, mais, comment dirais-je, c'est pas moi qui ai pris cette initiative. On me l'a demandé, on me l'a suggéré, j'ai accepté. Mais c'est un domaine qui reste quand même, pour moi, un peu étranger. J'ai sans doute tort parce que Rendez-vous avec X se prêtait assez bien à l'adaptation. Oui, tout à fait. Mais moi, je n'y ai pas pris part. Hein. D'accord. J'y suis resté étranger. J'ai simplement donné mon point de vue, veillé à ce qu'il n'y ait pas d'erreurs historiques, ajouter comme ça et là des commentaires. Mais c'est passionnant parce que la bande dessinée, c'est un moyen d'expression formidable. Qui couvre tous les genres. Formidable. Bon, moi, je vous dis, je ne sais pas bien l'utiliser et je reste un lecteur et un amateur. J'aime bien Black et Mortimer, par exemple. Formidable. La précision historique dans Black et Mortimer. Après, il y a quand même plusieurs chapelles, sur les débuts de Black et Mortimer. Enfin, mais bon, ça c'est pour les aficionados, on va dire. Je rentrerai pas dans ces querelles byzantines et d'ailleurs que je ne comprends pas tout à fait. Hein. Mais sur l'exactitude historique, Black et Mortimer, je ne connais pas très bien, mais Tintin, par exemple, est très, très inspiré de faits réels. À chaque fois, chaque album de Tintin, ça part de quelque chose de vrai. Le dessin était extraordinaire. Ouais. Quand Jacobs dessine Paris, on est dans Paris. On est dans les catacombes, c'est hallucinant. Moi, je reconnais que j'en relis de temps en temps parce que c'est avec le même plaisir, un plaisir d'enfant. Et c'est très bien. Restons enfants. Jennifer Richard, nous évoquions tout à l'heure le fait que votre livre soit conséquent. Vous diriez quoi aux futurs lecteurs pour les encourager ? Mais moi qui suis une grande lectrice, j'ai jamais été intimidée par la taille d'un livre. Et je pense que si un livre est pénible, qu'il fasse 100 pages ou 700, c'est pénible. C'est 100 pages pénibles ou 700 pages pénibles. Si un livre nous plaît, vaut mieux qu'il dure le plus longtemps possible. Je confirme, la lecture nous rend accro, en effet, à Notre royaume n'est pas de ce monde. Merci. Et non, moi je pense que c'est un livre qui peut vraiment plaire à tout le monde, parce qu'on n'est pas obligé de tout lire, on n'est pas obligé de lire tous les chapitres pour comprendre. En fait, chaque chapitre peut se lire comme une petite nouvelle, comme une petite empreinte historique d'un lieu, d'un temps. C'est surtout pas un livre qui doit se résumer à la vie d'un pygmée, parce que ça, j'ai vu quelques petits articles qui présentent le livre comme la biographie d'un pygmée. Là, je me dis, c'est vrai que 700 pages, ça peut paraître très long, surtout que je ne connais pas ce milieu, encore une fois, donc je prétendrai pas avoir écrit un tel livre. C'est pas non plus un livre qui culpabilise. L'idée, c'est pas de dire encore une fois l'Occident est coupable, les Africains sont victimes. Je déteste ce discours-là. C'est au-delà de ça. C'est un livre sur la politique et sur l'histoire qui nous concerne vraiment tous,
quelle que soit notre couleur, notre origine, notre sexe, notre religion. C'est le but de cette petite assemblée autour du Pygmée, qui encore une fois est un véhicule littéraire, c'est que c'est une assemblée qui est très hétérogène et tout le monde se retrouve dans une idée, comment on lutte contre le pouvoir. Mais c'est une lecture quand même assez rude. Hein. Enfin, je ne parle pas de la difficulté. Patrick Pénaud. Il y a une série d'horreurs que Ah. vous décrivez. Bon, je ne veux pas dire que je découvre forcément. Non, pas vous. Mais comme vous mettez le doigt dessus en insistant, c'est épouvantable. Ce roi Léopold, c'est une horreur. Oui, c'est une horreur, oui. C'est un bandit, c'est un... c'est pas le seul dans le livre. C'est pas le seul, parce qu'en effet, c'est pas le seul. Ils sont nombreux. Non, mais c'est bien, il y a une capacité d'indignation dans cette lecture qu'il faut encourager. Exactement, c'est ça. S'il y a un but, c'est d'entretenir la capacité d'indignation du lecteur. Là, je suis d'accord. Est-ce que je peux poser une petite question à Patrick Pénaud encore ? Évidemment. Que devient ou qu'est devenu Monsieur X ? Monsieur X, c'est un fantôme. Monsieur X, comment pourrais-je dire sans me trahir, Monsieur X a été, voilà, il n'est plus. Paix à son âme. Hein. Voilà. Mais je ne pourrais pas vous en dire plus. J'aurais tenté. Je voulais vous voir pour ça. J'ai tenté. Jennifer, on va bientôt arrêter l'enregistrement de l'émission. Vous allez rester avec nous, si vous le voulez bien, pour la lecture d'un extrait de votre livre. Avez-vous une préférence ? L'extrait que j'ai en tête nécessite de prendre des accents, donc on me pardonnera si je ne les prends pas complètement, je ne peux pas assumer certains accents. Disons, non, il y a quelques l'accent arabe, par exemple, les mots arabes, je ne les prononcerai pas très très bien, que les auditeurs me pardonnent. C'est un extrait qui, pour moi, est peut-être le plus important du livre. C'est pas le plus représentatif, mais c'est là que je trouve réside l'essence de mon propos. On est en 1905 et le grand marchand d'esclaves Tipu Tip est en train de mourir à Zanzibar, à Stone Town. C'est la fin d'une époque et c'est le début d'une ère nouvelle. Les Arabes et les musulmans qui ont chassé l'homme et qui ont vendu l'homme en Afrique centrale se sont retirés. Et là, donc, le continent est totalement à la merci des Occidentaux. La servante écarte les pans de la moustiquaire et du tiroir de la table de chevet en acajou retire un collier qu'elle dépose dans la main droite de son maître. Tipu Tip égrène les perles d'ivoire entre ses doigts et sourit. C'est lui, Allah, le créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le formateur, murmure-t-il dans un souffle évanescent. À lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre le glorifie. C'est lui, le puissant, le sage. Malcolm X, alias El Hadj Malek El Shabazz, Saddam Hussein, Mehdi Ben Barka, Mouammar Kadhafi, Modibo Keïta, Ahmed Abdallah et les autres musulmans ferment à leur tour leurs yeux et se recueillent. C'est ainsi. Si on ne regrette pas l'homme, on accompagne tout de même le mourant. Gongo Loutete pleure en silence son ancien maître, cause de ses plus grandes peines et de son ascension. Il est celui qu'il a enlevé à ses parents et celui qu'il a élevé au rang de seigneur. Il pleure celui qui l'a trahi. Mais il sèche ses larmes. La mort de Tipu Tip est douce comparée à la sienne de la main des Belges. Pendant cette minute pieuse, les partisans de la non-violence jettent des regards en coin à Oussama Ben Laden et se demandent s'il est convenable de prier avec lui. Soulevant discrètement une paupière, ils remarquent leur contrariété. « Apaisez-vous, mes frères, dit-il un doigt levé. Je ne viens pas en berger. Tel Tipu Tip, je suis l'allié d'un temps, devenu ennemi public numéro 1. Je suis le prétexte à vos combats sans fin. Souvenez-vous, mes frères, de la liesse qui a animé le monde à ma mort. Rappelez-vous les bougies et les drapeaux rassemblés sur Times Square. Par milliers, hommes, femmes et enfants scandaient « USA, USA !» les larmes aux yeux. Derrière eux défilaient en boucle les lettres lumineuses de l'annonce tant attendue. Al-Qaïda's Osama Ben Laden is dead. Osama Ben Laden killed by Navy SEALs. Il semblait que jamais l'humanité n'avait appris si bonne nouvelle. Rien ne lui avait jamais apporté tant de joie. Ils avaient oublié, ces Américains euphoriques, que leurs dirigeants m'avaient armé et financé,
comme ils avaient armé et financé des moudjahidines dans tous les pays pour faire la guerre au communisme. Ils avaient oublié les champs de pavots et les laboratoires pour fabriquer de l'héroïne et financer les rebelles. Ils avaient oublié le chaos que l'armée américaine sème partout. Ils pensaient apprendre la mort d'un ennemi et se sentaient vengés de l'affront qu'ils avaient subi le 11 septembre. Voici, je ne suis plus. Êtes-vous satisfaits ? Le monde se portait-il mieux maintenant ? Il me semble, mes frères, que les Occidentaux ne dormiront jamais bien. Ils ne connaissent pas le répit. Si la mort de ton ennemi ne t'apaise pas, c'est que tu t'es trompé d'ennemi. Tipoutip est en train de mourir. Zanzibar continue de changer. Elle se gonfle de vacarme et de dollars. Aujourd'hui, on n'entend plus le bruit des chaînes dans les rues de Stone Town. On n'entend plus que la musique autour des bars et les éclats à peine contenus des touristes éméchés, étonnés que les vacances soient déjà finies. En souvenir, ils emporteront quelques coups de soleil, des sachets de clous de girofle et des t-shirts à l'effigie de Freddie Mercury. Merci Jennifer. Je vous remercie tous les deux d'avoir accepté de participer à la première émission de Son livre pour parler. Jennifer Richard a reçu une bourse de création du CNL en 2020 pour l'écriture de ce roman. Elle vit actuellement à Berlin et travaille aussi comme documentaliste pour la télévision. Patrick Pénaud est également l'auteur de nombreux romans, entre autres Les Chemins de l'Orgueil chez Plomb, Folie de flic chez Gallimard, Les Maîtres de la Terreur aux presses de la Cité et l'adaptation de certains épisodes de Rendez-vous avec X aux éditions Comics Bureau. Je remercie également Nicolas Lecarte pour la réalisation de Son livre pour parler.